Entre 2011 et 2013, j'étais étudiante du côté de Besançon. Alors évidemment qu'il fallait que je me loge, vu que je venais de Belfort, je ne pouvais pas faire la route tous les jours, vous vous en doutez bien. J'ai donc dû trouver un petit logement. J'avais trouvé un petit studio à 271 rue de Dole, pour les Byzantins qui me regardent, et donc du coup ça me convenait parfaitement, parce que ce n'était absolument pas cher. D'ailleurs aujourd'hui, ce même logement, à mon avis, serait strictement interdit à la location par rapport au DPE. À quoi ressemblait ce logement? Ça faisait tout simplement 19 mètres carrés, avec une seule fenêtre en simple vitrage bien sûr, qui donnait sur un mur, une petite kitchenette à 300 €, une cabine de douche à 300 € également. Peu importe, moi ça me convenait parfaitement, ça me permet de payer absolument pas cher et d'être pas loin de ma fac. Ce même logement, aujourd'hui à Besançon, avec ses caractéristiques, et avec mes connaissances aujourd'hui, je peux vous dire qu'il serait classé en G et que donc, depuis maintenant 3 mois, ce logement, s'il n'a pas changé d'état entre-temps, est forcément sorti du marché de la location. Vous l'avez compris, on va donc parler DPE dans cette vidéo parce qu'à nouveau, on a un petit son de cloche qui est en train d'arriver et on a à nouveau des scandales qui sont en train d'arriver par rapport à ce fameux document qui est devenu atrocement politique. Pour ne rien vous cacher, au début de ma carrière immobilière, donc que j'ai commencé en 2015, on est aujourd'hui en 2025, ça va donc faire 10 ans, et bien ce document, on va dire de 2015 à 2020, personne n'en avait absolument rien à faire. Il y avait deux façons de calcul du DPE donc à l'époque, soit on le faisait par rapport un peu à la méthode d'aujourd'hui, en fonction des caractéristiques que l'on avait, soit on le faisait sur facture. Et donc ça a été normalisé en 2021 avec la loi climat et résilience pour justement mettre en place. Tout ça, ce sont des directives européennes pour justement mettre en place une normalisation et pour qu'on ait une mode de calcul plus ou moins unique. Moi, à l'époque, je m'étais dit que c'était une bonne idée jusqu'à ce que j'apprenne qu'en réalité, on allait se servir de ce DPE pour sortir du marché de la location tous les logements classés G, F et E surtout. Et donc, à partir de ce moment-là, ce document qui, à la base, honnêtement, tout le monde s'en foutait parce que ça voulait pas spécialement dire grand-chose, c'était plutôt à titre indicatif, bien que c'était quand même un document qui était obligatoire, a pris une importance centrale lors des négociations, lors des visites et surtout au niveau étatique. Ce document est devenu absolument, mais vraiment, ça prend des dimensions absolument incroyables. Et donc, il s'avère qu'il y a eu apparemment un reportage du côté de complément d'enquête par rapport au DPE frauduleux. Je suis tombé sur un document de Bâti Actu justement qui en parle. C'est Smaïl qui me l'a envoyé par rapport au groupe d'entraide WhatsApp que j'anime sur WhatsApp. Et donc effectivement, il semblerait qu'on ait environ 4 millions de DPE qui sont faits chaque année. Et donc, il y aurait 70 000 DPE qui seraient donc de complaisance ou entre guillemets dit frauduleux, justement par rapport à cette interdiction de louer ou tout simplement pour donner une valeur un peu supérieure et pour éviter de se faire batailler. On aurait 70 000 DPE qui sont donc frauduleux sur les 4 millions. Et donc, en voyant ça, évidemment qu'on a eu notre ministre du Logement qui a pris la parole par rapport à ça et donc qui voudrait encore plus réguler ce fameux document. On va quand même essayer de remettre les choses en perspective. Mettons que les estimations du gouvernement soient justes. Donc, on a 4 millions de diagnostics faits par année sur l'ensemble du territoire. 70 000 qui sont mauvais. Donc, on a entre 1 et 2% de DPE qui sont faux. Et pour ça, on va aller encore complexifier un document qui est extrêmement complexe et qui est extrêmement politique. C'est vraiment l'État qui appuie là-dessus. Je suis assez étonné. Je sais que le métier de diagnostiqueur, j'en connais quand même beaucoup des diagnostiqueurs, c'est un métier qui est extrêmement régulé. En réalité, ils sont très souvent contrôlés. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Et on a donc 10 mesures, 10 actions qui vont être mises en place pour fiabiliser ce fameux document. Je vais vous en donner quand même quelques-unes. Donc, détection automatique des comportements suspects grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va donc vérifier le travail humain. Incroyable, je pensais qu'on était plutôt sur quelque chose qui allait aider l'un à l'autre, mais non. On va s'en servir au niveau étatique pour justement faire des contrôles. Assez incroyable, des anomalies repérées. En cas de suspicion de fraude, un contrôle sera automatiquement déclenché par l'organisme certification. L'objectif est d'analyser 4 millions de DPE les plus récents et d'évaluer 10 000 diagnostiqueurs d'ici décembre 2025 avec un suivi continu par la suite. Donc ça veut dire que l'objectif au travers de ces nouvelles réformes, c'est de contrôler absolument tout le monde, de contrôler absolument tous les diagnostiqueurs. Donc on a 2% de diagnostiqueurs qui font des conneries, mais on va aller contrôler 100% des diagnostiqueurs. Juste pour information, histoire que vous vous rendiez compte un petit peu des choses,
dans certains secteurs, et notamment par chez moi, pour avoir un rendez-vous avec un diagnostiqueur, parfois ça prend 4 semaines. Eh bien, avec ces nouveaux contrôles, on imagine que les délais vont se raccourcir, vous l'avez bien compris. Renforcement des contrôles sur site et sur dossier, le nombre d'audits passera de 10 000 par an dès 2025 contre 3 000 en 2023. Chaque diagnostiqueur sera contrôlé au moins une fois par an, donc c'est bien ce qu'on pensait. En gros, tous les diagnostiqueurs vont être contrôlés systématiquement. Sanction des diagnostics frauduleux. Il s'avère qu'effectivement, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'avec un petit billet en plus pour le diagnostiqueur, apparemment on arrive à gagner 1 ou 2 lettres. Mais honnêtement, moi je ne l'ai jamais constaté personnellement. Les diagnostiqueurs avec lesquels je travaille, eux, franchement, ils ne rigolent absolument pas. Et pour ne rien vous cacher, autant il y en a qui peuvent avoir la réputation de noter un peu facile, on va dire, autant ils savent qu'ils sont ultra contrôlés, et je vous assure que une passoire thermique, ça restera une passoire thermique, et qu'aucun ne va prendre le risque de mettre une lettre C à une passoire thermique, je vous le garantis. Donc voilà, on a comme ça une dizaine de points qui vont être mis en place par rapport à ce diagnostic. Ce que je remarque, c'est que quand je discute avec les gens, lorsque l'une des premières questions, lorsque je fais des découvertes hackers pour aller déclencher une visite, très souvent, lorsque j'ai un diagnostic qui est vraiment en mauvais état, avant même de faire la visite, les gens vont me poser des questions justement sur ce qu'il y a à faire. Et ce que je remarque, c'est que les diagnostiqueurs, malheureusement, les diagnostics de manière générale, parce que ce n'est pas le diagnostiqueur qui donne les recommandations, c'est pareil, ça aussi c'est étatisé. Systématiquement, c'est la même chose, on va aller toucher sur tout ce qu'il va y avoir avec la climatisation, on va aller toucher l'isolation, donc en général, la recommandation, c'est absolument toujours la même, c'est isolation par l'extérieur, et en termes de système de chauffage, c'est aussi toujours la même chose, pompe à chaleur, où que vous soyez, même moi qui suis dans un secteur où on est à 1000 mètres d'altitude et où il fait moins 25 l'hiver, pas de problème, on met une pompe à chaleur. Je peux vous garantir qu'une pompe à chaleur, lorsqu'elle est en extérieur et qu'il fait moins 25, le rendement est absolument catastrophique. Vous avez meilleur temps d'ouvrir les fenêtres et de chauffer au bois. Mais bon, peu importe. En tout cas, voilà un petit peu tout ce qui est en train de se passer au niveau du diagnostic. Moi, je vais vous dire quand même le fond de ma pensée. Je trouve que on fait peur avec ce diagnostic, surtout parce qu'il y a l'interdiction, il y a la sanction juste derrière. En tout cas pour les propriétaires bailleurs, il y a la sanction de ne plus pouvoir louer. Et donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que le document a une importance capitale. Et surtout, il y a une absence de connaissance de manière générale de la part des hackers, et c'est tout à fait normal par rapport tout simplement aux techniques du bâtiment. Il y a bien des façons de rénover un bien de manière efficace et de limiter au maximum ses factures sans passer par une pompe à chaleur et sans passer par une isolation par l'extérieur, bien que ça c'est la Rolls-Royce, et puis dans bien des secteurs c'est carrément ce qu'il faut faire. Dans l'idéal, si vous avez les moyens de le faire, vous pouvez, mais par exemple sur les copropriétés, sur les vieux bâtiments, il faut mettre d'accord tous les copropriétaires de faire une rénovation par l'extérieur. Dans la mesure où vous avez déjà des propriétaires bailleurs par exemple qui ont déjà fait une rénovation par l'intérieur et qui donc du coup présentent déjà un DPEC, en aucun cas ils iront voter ce type de travaux pour la copropriété. Bref, vous allez avoir des gens qui vont être bloqués. Et par ailleurs, sur certains diagnostics, on s'aperçoit aussi que vous ne pouvez pas aller plus haut que la lettre E. Là où je veux en venir vraiment dans cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à l'aune 2034, en janvier 2034, vous ne pourrez plus louer même les appartements qui sont classés E, qui ne sont aujourd'hui pas considérés comme des passoires thermiques, mais qui le seront donc du coup concernés en 2034. Moi, je vais vous dire, la grande crise du logement, en fait, on n'est pas encore dedans. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, oui, effectivement, si j'ai envie de me loger du côté de Rennes, j'arrive pas à envoyer mes enfants à Strasbourg pour faire leurs études. Moi, je dois louer un appartement parce que je travaille la semaine à tel endroit et donc du coup, j'arrive pas à me louer, donc du coup, j'ai pas pu prendre cet emploi-là. Je vais vous dire, même si aujourd'hui, effectivement, il y a des problèmes, moi, je vous dis que la grande crise du logement, elle n'a pas commencé et elle commencera réellement en 2034. Parce que on parle quand même de quasiment 30% du parc, si on prend les F, G et les E, on parle de 30% du parc sur la globalité du territoire. Et si vous retirez à la location 30% du parc, je vous garantis que ça va être absolument une catastrophe et qu'à un moment donné, il faudra décider si qu'est-ce qu'il y a le pire, c'est de ne pas être logé ou d'être mal logé. La question, elle se pose déjà. On a des gens qui doivent se déplacer et qui ne peuvent pas se déplacer parce que les propriétaires ont peur de louer, parce qu'aujourd'hui aussi les locataires font des histoires. J'ai aussi eu vent de locataires qui sont allés emmerder leurs propriétaires parce qu'il s'avère que leur logement
il consommait beaucoup trop en électricité. C'est une histoire, je vais vous raconter, ça s'est passé à Pontarlier, c'était il y a 1 an, il me semble, où un propriétaire, il m'avait appelé pour revendre l'appartement parce qu'il s'était fait emmerder par sa locataire, c'était une dame en l'occurrence, parce que tout simplement, eh bien en fait, il s'avère qu'elle louait, et elle avait des factures d'électricité absolument mais catastrophiques. Il disait, mais je comprends pas, moi ça fait 20 ans que j'ai ce logement, j'ai jamais eu absolument aucun problème, j'ai jamais eu aucun locataire qui m'a emmerdé là-dessus. Ici, il s'est fait quand même convoquer à une conciliation de justice par rapport à ça. Et en fait, il me dit, mais en fait, c'est cette dame-là, on s'est aperçu en fait qu'elle consommait, apparemment, elle avait toujours tout qui était allumé, elle fumait dans l'appartement avec la fenêtre ouverte, donc évidemment qu'il y avait des grosses déperditions de chaleur. Et donc du coup, en plus elle a rendu l'appartement dans un état catastrophique, mais il a quand même été emmerdé, et donc du coup il était un peu dégoûté de la situation, il logeait souvent des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, donc du côté de Pontarlier, donc vous imaginez bien que il aurait pu faire autrement, parce qu'il y a quand même des locataires qui ont les moyens du côté de Pontarlier. Mais non, là il s'avère qu'il s'était fait emmerder et donc du coup il a désiré vendre. En gros, si vous voulez, la consommation de cette locataire n'était pas de sa responsabilité, c'était parce que l'appartement était en mauvais état et donc du coup elle lui réclamait de payer la différence. Et donc en gros que le DPE était frauduleux parce que lorsqu'il lui a rendu le DPE, il était en DPE E. Et normalement vous avez les estimations de consommation en bas au niveau du DPE, il s'avère elle était 4 fois au-dessus, donc du coup en gros elle demandait la différence de paiement entre ce qui était estimé sur son DPE et ce qu'elle consommait de manière réelle. Mais on s'est aperçu en fait qu'elle fumait la porte ouverte, puis surtout que les radiateurs étaient systématiquement tous sur 7 et que ça chauffait à 30 degrés dans l'appartement. Et donc du coup il s'est retrouvé un peu emmerdé par cette locataire. Donc en gros, si vous voulez, ce qu'on a un peu l'impression, c'est que c'est un petit peu personne n'est responsable de sa consommation. Et donc les gens aussi pensent que la consommation n'est que dépendante de ce qu'affiche le DPE. En gros, s'ils consomment plus que ça, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est de la responsabilité exclusive du propriétaire ou du diagnostiqueur qui a mal évalué le logement. Et par conséquent, eh bien, c'est de leur faute et donc c'est à eux de payer leur surconsommation. Je tiens à vous le dire, un DPE, dans la mesure où vous pouvez avoir la meilleure isolation du monde, si maintenant vous vous retrouvez à Mout et que vous avez un logement qui est classé A, et que vous ouvrez tout alors qu'il fait moins 25 dehors, eh bien, je vous garantis que vous allez avoir des factures d'électricité qui vont être monstrueuses. Donc, il y a une espèce de forme de déresponsabilisation du consommateur de manière générale qui est un petit peu dérangeante au travers de ça. On a des conciliateurs de justice qui sont quand même très conciliants par rapport justement aux locataires pour essayer, effectivement, parce qu'il s'est quand même fait emmerder, mon petit propriétaire. Et puis donc du coup quand même, et donc il lui avait comme dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire un petit effort de baisser le loyer de 100 €, déjà que le loyer était absolument râlé pas crête. Enfin bon bref, que des conneries de ce style-là. Et donc ce DPE est en train de créer une psychose pas possible sur quelque chose qui n'avait absolument aucun intérêt et qui est en train de créer une pénurie de logements, mais pas technique, une pénurie de logements administrative. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en 2034 avec tout plein de logements qui pourraient être loués. Alors forcément, si on prend mon exemple comme moi à Besançon, en général, les passoires thermiques, les propriétaires étaient au courant que leur bien était mal isolé, et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un loyer absolument à râler pas crête. Et puis, en gros, tout le monde savait qu'on voyait très bien qu'il y avait des déperditions d'énergie pas possibles, et que donc, du coup, après, derrière, on allait un petit peu se faire récupérer sur la facture électricité. Mais pour un petit jeune comme moi, qui avait 18 ans à l'époque, s'il fallait que je me balade en pull dans mon appartement pour ne pas avoir froid, je le faisais. Mais au moins, j'étais logé, et au moins, je pouvais faire mes études. Aujourd'hui, c'est même plus le cas, et tous ces logements à 260 € à Besançon, alors, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, évidemment, les loyers sont montés, mais à l'époque, c'était parfaitement possible. Eh bien, tout simplement, on ne pourra plus le loger du tout. Alors moi, ma question que je pose, c'est pourquoi est-ce que ces appartements, dans la mesure où parfois techniquement on ne pourra pas aller au-dessus du E, et bien à ce compte-là, pourquoi est-ce qu'on ne les mure pas carrément? Autant être sincère et puis arrêter de faire des DPE à la con qui de toute façon ne permettent pas d'aller dépasser une lettre en 2034, et par conséquent, pourquoi pas carrément les murer et puis ne plus rien en faire, puisque apparemment il n'y a pas de problème de pénurie de logement dans notre pays. Bref, ce document, il est complètement con. Si jamais vous êtes emmerdé avec une lettre un petit peu basse, et que vous pensez que effectivement c'est un petit peu mal entretenu, j'ai envie de vous dire de manière générale, par rapport à ce que j'ai constaté, si vous retirez le gaz et que vous passez par exemple au tout électrique, de manière générale, vous gagnez une lettre. Faites un peu attention par rapport au ballon, essayez de mettre un thermodynamique, en général vous gagnez également une lettre. Si vous avez des radiateurs, évitez à tout prix les grippins absolument pourraves. Mettez un bon radiateur Atlantique à 600-700 €, mais au moins vous ne serez pas emmerdé derrière. Les fenêtres simple vitrage, ça par contre je suis d'accord,
c'est plus possible en 2025, donc effectivement, allez me changer une fenêtre, il y en a pour 800 € en général sur quelque chose à peu près standard, évidemment ça dépend de votre fenêtre, mais au moins c'est fait. Donc voilà, vous retirez le gaz, vous changez les fenêtres. Par rapport à l'isolation, évidemment que par l'extérieur, en général, vous n'êtes absolument pas rentable. Donc vous avez mis le temps de faire une isolation par l'intérieur bien sentie et efficace, ce sera largement suffisant. Et j'ai envie de vous dire que avec ça, normalement, si c'est fait à peu près correctement et de manière à peu près stratégique, une clim, dans la mesure... Ah oui, il y a ça aussi. La clim, parce qu'on parle beaucoup des passoires thermiques, mais on est quand même sur une planète qui se réchauffe. Et bien, la clim, ça peut avoir un impact positif sur votre lettre de DPE et donc du coup vous devriez pouvoir passer D à moindre frais en étant un petit peu stratégique. Et évidemment que si vous avez les moyens de faire une isolation par l'extérieur, que vous avez les moyens de mettre une PAC parce que vous êtes dans le sud de la France et que vous avez les moyens de passer votre logement A ou B, ben ne vous gênez pas. Mais en général, la plupart des gens n'ont absolument pas les moyens d'en arriver là. Par conséquent, essayez d'être un petit peu stratégique. Et donc oui, si vous retirez le gaz et que vous foutez en l'air ces magnifiques radiateurs fontes qui ont 50 ans et qui peuvent vivre encore 50 ans, voilà, on parle d'écologie et d'utiliser un petit peu ce qui est déjà en place, en fait foutez-les en l'air, apparemment c'est ça qui est écologique, et foutez des radiateurs à la place. C'est intelligent, changez rien, mais bon, au niveau du DPE, vous allez gagner une lettre en retirant ces fameux radiateurs, en dégageant votre gaz, votre super chaudière Leblanc ou Frisquet qui est toute récente, qui date de 2021, qui a des consommations, qui est suroptimisée. Foutez-la en l'air et mettez plutôt à la place effectivement des radiateurs électriques, vous allez gagner une lettre. Bref, ce document est absolument catastrophique, ce document est beaucoup trop politique, ce document ne sert qu'à la négociation pour l'acquisition et honnêtement, là j'ai envie de vous dire, ne vous gênez pas, effectivement, là on a un État qui fait tout pour que l'immobilier baisse et à mon avis, en tout cas pour qu'il y ait vraiment du levier sur la négociation, écoutez, j'ai envie de vous dire, ne vous gênez pas. Mais c'est clair qu'on ne trouvera pas de point d'équilibre. Essayez de faire preuve de bon sens sur ce putain de DPE que franchement je ne peux pas blairer parce qu'en fait on essaie de faire rentrer des ronds dans un carré en fait, si vous voulez, c'est simplement ça quoi. C'est-à-dire qu'à la base il a été mal pensé, moi je trouve que c'est pas quelque chose, on essaie de quantifier des choses qui sont très difficilement quantifiables. Parce qu'effectivement, ça ne prend pas en compte aussi la consommation de comment se comporte le locataire ou le propriétaire au sein du bâtiment. Donc pour faire des estimations de consommation, c'est toujours très compliqué. Je suis vraiment pas fan de ça, je vous le dis honnêtement. Après, c'est toujours mieux, c'est sûr qu'un logement C de toute façon sera toujours mieux qu'un logement classé G. Mais je trouve que ce document n'est pas fiable et que peu importe ce que fera l'État, par exemple contrôler 100% des gens pour un secteur d'activité qui fait 2% d'erreur, ça ne changera absolument rien, il y aura toujours les mêmes problèmes, les gens qui sont pourris resteront pourris, ça ne changera absolument rien, ce sera juste que les diagnostics coûteront plus cher, que les délais pour obtenir ces fameux diagnostics seront encore plus longs et on n'aura pas de fiabilité en plus sur ce document-là. Voilà un peu ce que je veux dire sur le DPE, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent des questions. Là, je suis en train de tourner des trucs par rapport à ce qu'il faut mettre en termes de camelot dans les appartements pour effectivement augmenter les lettres. Mais en fait, si vous voulez, il y a aussi cette idée-là, c'est que en fait, on fait plus du coup des rénovations pour effectivement faire baisser les factures. En fait, on fait des rénovations maintenant pour gagner une lettre. On a l'impression qu'on est comme à l'école en fait. En fait, on apprend à l'école, c'est pas pour avoir des connaissances en plus, pas du tout. On apprend à l'école pour avoir une bonne note, pour pouvoir passer la classe suivante. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même idée. On va faire des rénovations non pas pour avoir des super performances énergétiques réelles et optimisées en fonction des budgets qu'on a, non. On va faire des rénovations énergétiques pour pouvoir louer, pour avoir la lettre D, la fameuse lettre D, pour pas être emmerdé en 2034 en fait. Mais si vous voulez, c'est pas du tout la même chose. Moi qui essaye de faire les choses pour effectivement être le plus économe possible, parfois sur des dépenses que je voudrais faire, je m'aperçois que non, en fait, la dépense ne devient absolument pas rentable et donc du coup je la supprime parce que ça va pas me faire gagner une lettre en plus. Donc je réfléchis là-dessus comme ça. C'est bête, ça aurait pu être un confort en plus pour le futur propriétaire, ça aurait pu être un confort en plus pour le futur locataire. Non, je la fais pas parce que je vais pas être correctement noté sur mon DPE. Voilà ce que je veux dire sur le DPE. Excusez-moi, je me suis un peu énervé, mais ce document, en fait, il m'énerve. Enfin, moi qui suis dedans et puis tous les gens qui sont dépolitisés comme moi et qui parlent de ce truc-là, en fait, à chaque fois, on pète un câble là-dessus. On pète un câble. Donc voilà ce que je veux dire pour le DPE. J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé avec ce truc. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à venir
Je vous ai mis le lien en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On traitera des sujets quand même qui sont un peu plus cool et un peu plus efficaces pour le patrimoine ou pour votre vente immobilière. Je vous remercie. Ciao, ciao, ciao!